Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, non seulement la natalité baisse, mais une enquête IFOP de 2022 indique que 13% des Françaises âgées de 15 ans et plus préféreraient une vie sans enfants. Parmi leurs motivations, sans surprise, la sauvegarde de la planète. Alors faire des enfants empêche-t-il d'être écolo? On va poser la question à Charlotte Meyer. Elle est l'invitée du Grand Oral. Dans l'Anti-Sèche, on réveille notre culture générale cette semaine en partenariat avec les BD Littérature française. Question du jour, quel grand poète du 19e siècle avait l'habitude de se teindre les cheveux en vert? Réponse et explication dans moins de 10 minutes avec Catherine Maury. Et puis enfin, notre rendez-vous hebdomadaire avec Célie Luton. On pousse les portes de la librairie pour des conseils de lecture pour les enfants et les ados. La quotidienne de School TV, c'est maintenant. C'est parti, Grand Oral. Charlotte Meyer, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, spécialiste des questions environnementales et du journalisme dit de solutions. Vous dirigez aussi une revue, elle s'appelle Combat et c'est la revue de la révolution écologique et sociale par les femmes. Vous collaborez également régulièrement aux Échos et puis vous êtes chercheuse sur les questions d'adaptation au changement climatique. Vous publiez aux éditions Tana Les enfants de l'apocalypse, sous-titre Faire des mômes n'empêche pas d'être écolo. C'est une enquête, je dois dire, extrêmement fouillée, extrêmement incarnée aussi sur la façon dont des militants écologistes et des militantes évidemment souvent très engagés, vivent la parentalité. Enquête que vous commencez le jour où vous découvrez que vous êtes enceinte et c'était pas au programme. Alors, pas du tout. C'est vrai que c'est un livre qui part vraiment d'une histoire très personnelle. Moi, autour de mes 20 ans, je prends la décision de ne pas faire d'enfant parce qu'en étant journaliste spécialisée sur tous ces enjeux climatiques, écologiques, j'avais le nez dans les chiffres tout le temps. Sur un avenir qui n'était pas forcément réjouissant. Et je me suis dit, mais c'est impossible pour moi de faire naître un enfant dans ce monde qui nous attend. Et donc en 2020-2021, je pars en reportage itinérant pour écrire un livre sur les alternatives écologiques, donc rien à voir avec les enfants. Et au bout de 6 mois, je tombe enceinte. Donc alternatives écologiques, d'autres façons de vivre, oui, permaculture, oui. Vous êtes dans des ZAD, tous les endroits qu'on va retrouver d'ailleurs dans votre ce livre enquête qui est absolument, qui est un livre reportage d'ailleurs autant qu'un livre enquête qui est absolument passionnant. Oui, c'est ça. Et là donc vous découvrez que vous attendez un enfant. C'est ça, c'est la première surprise. La deuxième, c'est que je m'aperçois que j'ai une envie viscérale de garder cet enfant. Vraiment quelque chose où la première réaction que j'ai, c'est je me sens sourire et je me sens essayer de cacher ce sourire à mon conjoint, avec qui on avait pris la décision de ne pas en avoir pour des raisons écologiques. Et je prends à ce moment-là rendez-vous pour une IVG, puisque c'était ce qui était prévu. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, je suis donc sur un écolieu pour mon reportage, dans une zone rurale, un désert médical finalement. Et comme j'étais enceinte d'1 semaine à ce moment-là, mon rendez-vous est pour dans 6 semaines. Donc je passe 6 semaines enceinte avec cet enfant que je désire de plus en plus, vraiment de tout mon corps et de tout mon cœur. Je me sens déjà mère, je lui parle toutes les nuits. Je vis avec lui. Vous êtes dans un désert médical finalement. Ah ouais, et en fait, la veille de mon IVG, je vais voir mon conjoint, je lui dis en fait, ça fait 6 semaines que j'essaye de m'imaginer passer la porte du bloc et je sais très bien que je ne le ferai pas, que c'est impossible. Et il m'a rejointe, c'est-à-dire que ça faisait en fait 6 semaines qu'il était dans le même état. Et il ne vous l'avait pas dit? Et non, oui, c'était assez compliqué comme période. Oui, et donc on se dit très bien, on le garde, mais on va tout faire, nous, pour être encore plus ancrés dans les valeurs qu'on avait à ce moment-là, pour l'éduquer de la meilleure manière possible. Et surtout, il y a sûrement d'autres parents ou futurs parents ou d'autres personnes qui se posent des questions comme nous. Donc on va écrire ce livre, donc ce livre qui devait être juste sur des alternatives. Il s'est anglais sur la parentalité, aller à la rencontre de familles qui, elles, ont déjà mis en pratique d'autres modes de vie pour répondre aux familles qui, elles, sont dans le questionnement. Et c'est un argument auquel vous tordez le cou d'entrée, celui selon lequel on a toujours eu des bonnes raisons de craindre l'avenir, de ne pas vouloir d'enfants, parce que la bombe atomique, parce que le sida, parce que un tas de choses qu'on pouvait entendre dans ma jeunesse d'ailleurs. Et vous dites, attends, c'est pas la même histoire quand même. Non, c'est vrai qu'on m'a souvent dit en interview quand je rencontrais des familles, oui, mais bon, à l'époque, il y avait la Seconde Guerre mondiale, on faisait quand même des enfants. Bon, déjà, c'était une époque où la contraception, c'était pas non plus la même chose. Donc, si vous voulez, on faisait des enfants pendant la Seconde Guerre mondiale, mais voilà, on n'avait pas le même choix qu'aujourd'hui. Alors, je sais que je suis plus âgé que vous, mais je ne remonte pas à la Seconde Guerre mondiale non plus. Non, non, mais je parlais pas de vous. Non, mais c'est l'anecdote. Mais c'est vrai qu'on avait quand même la bombe atomique, le sida et les moyens de contraception. Non, mais pourtant, c'est l'exemple qu'on donne le plus souvent, c'est l'arme nucléaire et la Seconde Guerre mondiale, la post-guerre mondiale. Et non, pour moi, c'est pas la même chose parce qu'on est vraiment dans une situation où tout s'accélère. Et malgré le fait qu'on en parle de plus en plus et depuis des décennies, parce que le rapport Mido sur l'écologie, les problèmes de la croissance liée à l'écologie, c'est 72, donc ça remonte quand même à loin maintenant. Malgré tout, ça s'accélère et malgré tous les rapports scientifiques, on n'arrive pas encore à imaginer à quel point ce qui nous attend est différent et va sans doute être
alarmant en fait pour le monde entier et ses habitants. Et ce qui vous fait changer d'avis, au moins à vous, peut-être à votre conjoint aussi, et puis à celles et ceux que vous avez rencontrés qui vivent de manière très écologique, vous le racontez dans tout le bouquin, et qui pour autant ont parfois plusieurs enfants, c'est que vous dites finalement les fous ne sont pas ceux qui font des enfants, mais ceux qui contribuent à leur rendre le monde inhabitable. Donc en fait l'ennemi, c'est pas les parents, c'est pas encore moins les enfants, oui. J'allais dire, c'est le système. Oui, je trouve que le débat autour de faut-il avoir des enfants ou non aujourd'hui, c'est un débat qui est très clivant. Je me rends d'autant plus compte maintenant que le livre est sorti, c'est que c'est très virulent, surtout dans les collectifs écologiques militants. Parfois, quand un militant ou une militante a un enfant, alors surtout les militantes, quand elles ont des enfants, elles sont parfois regardées un peu de travers. Je trouve ça assez dangereux parce que ça divise, alors qu'on a plutôt intérêt à s'allier aujourd'hui pour lutter contre le changement climatique, surtout que si on décide de faire sans les parents, on se passe quand même d'une grande partie de la population. Et puis je trouve que ça individualise beaucoup le changement, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, la vraie question, c'est pas est-ce qu'il faut qu'on arrête de faire des enfants, c'est dans quel monde est-ce qu'on va les faire grandir. Et en fait, dans tous les cas, il faut absolument qu'on change de modèle de société pour qu'il soit compatible avec les limites planétaires. Et vous citez notamment Emmanuel Pont, un chercheur qui dit de toute façon, ne pas faire d'enfants, ça ne résout pas le problème. Enfin, ça résout un tout petit bout du problème. 3% des émissions cumulées, si on divise le nombre d'enfants, la population par 2 d'ici 2100. Donc on se dit, bon, ok, 3% c'est mieux, mais c'est pas non plus... C'est pas la réponse, quoi. Non, je pense que le véritable problème à ne pas faire d'enfants aujourd'hui, c'est pas tant que ça les émissions carbone, parce que, bon, voilà, comme vous l'avez dit, les chiffres révèlent que finalement ça changerait pas grand-chose. C'est plutôt l'avenir de l'enfant qu'on met au monde. C'est plutôt ça l'argument qui revient le plus souvent. Alors, vous avez rencontré des dizaines de parents pour faire ce livre. Vous passez 56. Beaucoup de temps avec eux. Ah ben voilà, je ne les ai pas comptés. Je vous avoue que parfois, je me perdais un petit peu dans les familles. Comment vous les avez choisis, d'ailleurs ? Alors, comme je vous le disais, au début, j'étais en reportage pour un autre projet. Ouais. Donc, il y a certaines familles que j'avais déjà rencontrées pour ce projet-là, auprès duquel je suis retournée avec ce nouvel angle. Donc, beaucoup dans des écolieux. Et il faut savoir que c'est des familles qui, souvent, sont assez liées entre elles. Elles font partie parfois de collectifs, donc de défense de l'accouchement à domicile, par exemple, d'instruction en famille, de groupes plus politiques. Donc une fois qu'on en a vu une, elle va te dire attends, appelle un tel, appelle une telle. Ouais, voilà, donc ça c'était la première année, 2 premières années, et ensuite quand moi-même donc je suis devenue maman et que j'étais la première dans mon groupe amical à le devenir, je me suis mis à pas mal fréquenter les forums de maternité pour répondre à mes questionnements, et il y avait des sous-rubriques parentalité écologique. Et donc vous les avez rencontrés comme donc, ça. J'ai rencontré d'autres parents. Ils et elles ont un point commun, c'est qu'ils sont persuadés, dites-vous, que l'amour et l'espoir sont des armes irremplaçables pour changer le monde. C'est-à-dire que vous avez rencontré des personnes qui sont assez lumineuses, qui sont assez enthousiastes. C'est pas une écologie uniquement de la sévérité, de la tristesse et de la dépression. C'est plutôt le contraire, quoi. Il faut mettre de la joie là-dedans, il faut mettre de l'espoir. Oui, mais ça, c'était assez impressionnant. C'est-à-dire que quand je suis arrivée auprès de ces familles, la première fois, donc j'étais enceinte de quelques semaines, j'étais encore pas mal rongée par la culpabilité, comme je me posais beaucoup de questions. Et je me suis retrouvée face à des personnes qui resplendissaient de joie. Et c'est-à-dire que c'était vraiment... c'est pas qu'une expression, c'était physique. C'est-à-dire que moi, je les voyais arriver vers moi, elles étaient ancrées, je voyais des personnes fortes et qui avaient mis en place des modes de vie tellement alignés avec ce qu'elles souhaitaient profondément, qu'elles étaient... oui, elles vivaient dans quelque chose qui pour elles était juste. En fait, je dis souvent qu'elles sont déjà dans l'après. Elles sont plus dans la lutte contre le changement climatique. Elles ont créé la société idéale d'après, qui est plus juste, plus bienveillante, plus responsable, et ça se ressent. On va raconter un petit peu les conséquences que ça peut avoir de donner une éducation écologique à ses enfants. Instruction en famille, c'est-à-dire ne pas aller à l'école, il y a l'accouchement à domicile, il y a plein de choses, voilà. Mais juste d'un petit mot avant l'anti-sèche, dans tous ces cas-là, on se met quand même un petit peu en marge du fonctionnement dominant de la société. Et il y a aussi un parcours du combattant administratif assez lourd, en fait. C'est vivre quand même dans la crainte en permanence que l'ASE vienne chercher les enfants, que la préfecture ou la mairie vous vire parce que votre habitat n'est pas conforme. C'est quand même un vrai combat. Oui, et c'est de plus en plus difficile parce qu'il y a pas mal de lois qui tombent aussi. On évoquait l'instruction en famille à l'instant. Ouais. L'instruction en famille, elle est de plus en plus menacée. On va y revenir, bien sûr. Et donc oui, c'est très difficile. Il y a de plus en plus de familles qui sont dans une situation d'illégalité. Après, je ne pense pas que ce soit des familles vraiment à la marge. Ouais. Ce que vous dites néanmoins, et je veux juste qu'on termine là-dessus, c'est que les gendarmes ou les administrations, finalement, les vrais êtres humains, celles et ceux qui viennent sur le terrain pour éventuellement sanctionner, au fond, ils sont beaucoup plus souples et beaucoup plus à l'écoute que ce qu'on imagine. Une fois qu'elles arrivent sur le terrain et qu'elles voient ces familles avec juste les mains dans la terre en train de ramasser leurs poireaux,
Elles se disent, mais qu'est-ce que je fais là? Quel est le danger pour la société? Ouais, donc oui, une fois que les humains se rencontrent, finalement, on se rend compte que c'est moins grave que ce qu'on pourrait le croire. Et c'est un des messages d'espoir du bouquin. Je vous dédie ce livre à vous, femmes guerrières de l'ombre, qui ne descendez pas forcément dans la rue, qui ne militez pas chaque jour sur les réseaux sociaux, vous qui ne découvrirez sans doute jamais l'ombre d'un plateau télévisé. Extrait de cet ouvrage, Les enfants de l'Apocalypse. Faire des mômes n'empêche pas d'être écolo. C'est signé Charlotte Meyer, c'est chez Tana. Et on retrouve Charlotte juste après l'Anti-Sèche. Pour l'instant, on révise notre littérature française. Il y avait les cheveux verts, mais ce n'est pas pour des raisons écolo, vous allez voir. L'Anti-Sèche avec Catherine Maurice cette semaine. Catherine, bonjour. Bonjour Emmanuel. Avec vous, évidemment, avec la littérature française que l'on révise depuis le début de la semaine en partenariat avec les arènes BD. Question du jour, et les arènes BD, pardon, parce que qui publie une 3e édition de l'incroyable histoire de la littérature française que vous signez avec le formidable Philippe Bercovici. Je vais citer nos confrères de La Vie. C'est drôle, érudit, dense, scrupuleusement juste et documenté, jubilatoire. Je n'aurais pas dit mieux. Catherine, quel grand poète du 19e siècle avait l'habitude de se teindre les cheveux en vert? Un punk. Mais oui. Eh ben c'est Baudelaire. Baudelaire, c'était un dandy. Alors Baudelaire définit le dandy en disant c'est quelqu'un qui a le plaisir d'étonner et la satisfaction orgueilleuse de ne jamais être étonné. Alors un jour, Baudelaire se teint les cheveux en vert et il va frapper à la porte de son ami Maxime Ducamp. Et donc il est très content de lui parce qu'il se dit Maxime Ducamp, je vais l'étonner, tout ça, ça va être super. Maxime Ducamp ouvre la porte, aucune réaction. Donc Baudelaire rentre, il enlève son chapeau, il secoue un peu sa crinière, comme ça, l'autre ne dit rien. Alors au bout d'un moment, Baudelaire est très énervé, il lui dit, mais enfin quand même Ducamp, là vous remarquez rien, enfin bon je sais pas, mais vous avez pas vu mes cheveux? Ah, vos cheveux. Vous savez, Baudelaire, en ce moment, tout le monde a les cheveux verts. Si vous aviez les cheveux bleus, pourquoi pas, mais verts. Et on raconte que Baudelaire s'éteint les cheveux en bleu peu après. Voilà. Donc, parce que Ducamp aussi était un dandy. Donc Ducamp aussi, il jouait le même jeu. Le dandysme, les révoltes aussi autour de la sexualité, il y en a plein dans le livre. Alors il y en a une, moi, que j'adore. C'est l'histoire du La Fontaine moins connu. C'est pas les fables, c'est plutôt le La Fontaine qui écrit des contes grivois, dont un qui s'appelle Les Lunettes, qui est absolument fabuleux. Oui, qui est très drôle. Très olé olé. Voilà. Alors voilà, donc La Fontaine, ce bon fabuliste, effectivement, il écrivait des histoires cochonnes. Alors Les Lunettes, je vais la raconter brièvement parce que vraiment c'est très amusant. Donc c'est l'histoire d'un jeune damoiseau qui rentre dans un couvent, il se fait passer donc pour une nonnette et 9 mois plus tard, ça rate pas, il y a une nonnette qui tombe enceinte et qui accouche. La supérieure se dit... Alors la supérieure se dit... Il y a une brebis galeuse là-dedans. Voilà, il doit y avoir un loup dans la bergerie. Et donc elle dit à toutes les religieuses, tout à poil, je vous examine dans la grande salle. Alors, le Jouvenceau, forcément, il est très embêté. Et alors, que fait-il? Il prend une ficelle et avec cette ficelle, il attache... Alors, ce qui est formidable chez La Fontaine, c'est qu'il n'y a jamais un mot grivois. Donc, il attache ce bout de lacet aux hommes excédents. Hein, ce qui fait, on ne sait pas trop comment il s'y prend, mais en tout cas, il devient plat comme une fille. Ils essayent de cacher tout. Voilà. Donc voilà. Il entre dans la salle où donc toutes les religieuses sont nues. Et alors le jeune homme, forcément, il ne peut pas s'empêcher de ressentir un fort émoi en voyant toutes ces beautés dénudées. La religieuse, la mère supérieure, avec ses lunettes, se penche sur tous les entrejambes des religieuses. Elle en arrive au jeune homme. Seulement, le jeune homme est tellement ému à ce moment-là que le fil se casse et que les lunettes sautent. De la religieuse. Voilà, les lunettes sautent de la religieuse, d'où le titre lunettes. Et puis après ça, donc il se fait battre, etc. Mais enfin bon, il s'en sort. Donc c'est complètement immoral. Extraordinaire et sublimement dessiné, je dois dire, par Philippe Bercovici dans cette version. Toujours autour du sexe et toujours autour de tout cela, la phrase la plus longue de la littérature française est une phrase relative aux brimades endurées par les homosexuels. Oui. Une phrase de 856 mots, qui bat le record jusque-là détenu par Hugo avec une phrase de 823 mots. Et donc, c'est une phrase qui a été écrite par Proust dans Sodome et Gomorrhe. Donc, Proust était homosexuel. Et cette phrase, c'est vraiment un cri de révolte contre toutes les brimades qui sont vécues par les homosexuels. Donc, une phrase assez émouvante, hein, vraiment, où Proust dit beaucoup. On termine avec Colette. Oui, Colette. Alors Colette, elle va défrayer la chronique parce que Colette, elle a donc non seulement une maîtresse, mais une maîtresse Mathilde Morny, qui non seulement est divorcée, donc ça déjà c'est scandaleux, et en plus qui s'habille en homme. Elle se fait appeler Oncle Max. Et pire, le pire du pire, la cerise sur le gâteau, c'est que toutes les deux se produisent au Moulin Rouge dans un spectacle qui s'appelle Rêve d'Égypte, dans lequel elles s'embrassent sur la bouche. Alors forcément là, scandale et re-scandale. Scandale complet. Bon, il y en a plein des scandales, il y en a plein des rébellions dans cette incroyable histoire de la littérature française. Vous racontez ça comme ça aux élèves?
Parfois, quand je peux, bien sûr, ils adorent qu'on leur raconte des histoires. C'est vraiment... Et moi, j'adore les voir comme ça, suspendus. Ça, ce sont des moments vraiment magiques. Hein. Ça marche toujours. Avec un ou deux gros mots au passage? Non, surtout parce qu'ils sont très choqués. C'est vrai? Ah oui, oui. Pourtant, vous nous avez donné du torche-cul de Rabelais cette semaine. C'est une citation. Ah, c'est une citation. Ah, c'est pas pareil. Citation. Ah bah, citation, c'est Rabelais, c'est pas moi. Catherine Maury, merci mille fois. Vous signez avec Philippe Bercovici l'incroyable histoire de la littérature française. 80 000 exemplaires vendus. Allez, on vise au moins les 100 000 après la diffusion de cette série de chroniques dans la quotidienne. Merci en tout cas de nous avoir accompagnés toute cette semaine et merci une fois de plus aux arènes BD. Grand Oral, la suite. Charlotte Meyer, invitée du Grand Oral pour les enfants de l'Apocalypse. Faire des mômes n'empêche pas d'être écolo. Alors il faut vraiment plonger dans ce bouquin, dans les 56 personnes que vous avez rencontrées, 56 parents qui racontent comment ils élèvent leurs enfants. On l'a évoqué juste avant en l'anti-sèche, il y a un pilier de l'éducation pour beaucoup de ces familles, c'est l'instruction en famille. Donc à quoi ça correspond ? On va quand même rappeler que c'est tout à fait légal, mais que c'est quand même très menacé aujourd'hui. Oui, alors l'instruction en famille, c'est tout simplement faire l'école à la maison, c'est-à-dire qu'on retire son enfant ou on ne le met pas du tout dans le cursus scolaire habituel et on fait l'école à domicile, parfois entre plusieurs familles, c'est pas forcément tout seul dans sa maison. C'est effectivement légal, ça l'est de moins en moins. Il y a la loi séparatisme passée en 2021 qui met assez à rude épreuve les parents qui sont dans cette configuration-là. Aujourd'hui, alors avant c'était juste un formulaire à remplir pour dire voilà. Et ensuite l'inspecteur normalement venait vérifier que tout passait bien, venait évaluer le niveau des enfants et la contrainte principale c'est qu'il fallait qu'il montre qu'il suivait le socle, le fameux socle fondamental. Mais enfin bon voilà, après si l'enfant allait bien, si il apprenait des choses, aucun problème. Et là maintenant il faut, alors il y a 4 critères à remplir absolument. Donc je crois que c'est problème de santé important, carrière sportive ou musicale intense. Exactement. Nomadisme aussi. Itinérance, voilà. Et après il y a le fameux argument 4 qui est situation particulière. Il y a l'enfant qui est un peu le fourre-tout dans lequel l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. Je vous cite, je ne l'ai pas appris par cœur. Et donc c'est là que se glissent ces familles en disant voilà, nous on a envie de les élever comme ça. C'est ça. Beaucoup d'anciens enseignants et alors une formule qui est le unschooling. Oui, alors unschooling, c'est vraiment, on ne suit pas tant que ça le programme. Alors ça ne veut pas dire que c'est des enfants qui savent lire, écrire, mais c'est une éducation qui est vraiment très libre. Alors, la plupart des parents que j'ai rencontrés qui sont dans ce principe éducatif-là, leurs enfants sont dehors toute la journée. Ils apprennent à compter dans la nature, ils apprennent à lire dans la nature aussi, et c'est beaucoup plus libre. Et c'est vraiment ça l'idée. Et pour autant, alors tout ça peut renvoyer à un certain nombre de préceptes dont on parle d'ailleurs régulièrement sur cette antenne, notamment l'éducation bienveillante. Vous citez Marie Chétrit, qu'on a reçue aussi, et qui elle prend quelques distances avec ça, en disant c'est pas parce que c'est bienveillant qu'il faut pas de cadre, c'est pas pour autant qu'on fait absolument n'importe quoi. Vous, dans ce que vous avez observé, ce sont pas des enfants donc qui sont livrés à eux-mêmes. Non, pas du tout. Et d'ailleurs, ça me tenait à cœur de mettre en avant pas mal de familles vraiment alternatives, parce que je trouve qu'elles sont souvent victimes de beaucoup de préjugés. Et l'IEF en fait pas mal partie des points sur lesquels on a beaucoup de craintes. Moi, j'ai rencontré des familles. Alors, par exemple, une que j'ai interviewée qui avait 16 ans au moment où j'ai écrit ce livre. Elle a fait l'instruction en famille pendant plusieurs années. Et ensuite, elle a passé son bac. Elle est allée au lycée, à l'école. Et elle a passé son bac à 16 ans. Elle est en médecine aujourd'hui. Donc, c'est pas, je pense que c'est pas délirant. Ouais. Ça fonctionne pas mal. Toutes ces familles disent on veut laisser la liberté à nos enfants de faire leur choix quand ils seront grands. Alors, peut-être pas toutes, mais ça revient de manière assez récurrente quand on lit votre livre. Mais quand même, dans une société comme la nôtre, c'est des choix qui engagent. On veut dire que ces enfants n'auront pas forcément de... Alors, vous citez un contre-exemple, puisqu'elle fait médecine, filière hyper sélective. Mais quand même, à un moment donné, il faut rentrer dans certains moules pour se donner plus de chances d'être reconnu. Alors, vous allez me dire, si on change le monde, ça change aussi. Mais pour l'instant, il n'a pas encore totalement changé. Non, c'est vrai. Alors, il y a quand même beaucoup de familles qui finissent par mettre leurs enfants à l'école au bout de quelques années. C'est ça. Parce qu'en fait, elles demandent chaque année à leurs enfants, est-ce que maintenant tu veux aller à l'école ? Enfin, le choix est vraiment laissé à l'enfant. Et donc, ce qui est intéressant, c'est ces enfants-là arrivent à l'école avec des bases différentes de celles de leurs camarades. Et elles sont du coup plus aptes, je pense, à provoquer le débat, à échanger et finalement à avoir plus de mixité dans la réflexion que si elles avaient été à l'école tout de suite. Après, pour celles qui font l'éducation en famille tout le temps, j'avoue que je n'ai pas rencontré d'enfants qui avaient été uniquement à l'école à la maison jusqu'à leurs 18 ans. Ou en tout cas, ils sont peut-être trop petits aujourd'hui pour le dire. C'est des systèmes qui varient avec pas mal d'anciens instituts, d'anciens profs dans vos témoins. Ils ont vu l'éducation nationale de l'intérieur. Ça leur a pas plu. Non, pas du tout. non, mais et d'ailleurs, c'est vraiment pas la plupart des familles en IEF, elles ne sont pas opposées aux enseignants. C'est une profession qui est valorisée. Certains sont anciennes enseignantes. C'est vraiment le système éducatif qui est pointé du doigt, c'est-à-dire que les enseignants, ils se aperçoivent qu'ils n'ont pas
c'est pas confortable, non seulement pour les élèves, mais aussi pour eux. Ils ont l'impression qu'ils peuvent pas vraiment transmettre. On est quand même dans une société où les coupes budgétaires autour de l'éducation sont assez massives. C'est pas sur ce plateau que je vais l'apprendre. Mais voilà, elles se voient pas, en tout cas, avoir leurs enfants à l'école de la manière dont ça fonctionne aujourd'hui. Faire des mômes n'empêche pas d'être écolo, mais souvent, ça n'empêche surtout pas la maman d'être écolo. Beaucoup de choses pèsent quand même sur les mères. Et ça, vous le dites, on a beau être écolo, on a beau être féministe. Tout n'est pas encore tout à fait égalitaire. J'ai pas calculé, mais je pense qu'il y a bien 70% des répondants qui sont des répondantes. Dans ce livre, c'est beaucoup des femmes qui ont répondu quand même à mes questions. C'est assez difficile de conjuguer aujourd'hui combat féministe et combat écologiste. Alors, ça s'allie, il n'y a pas de souci, mais par exemple dans des logiques de maternage proximal, donc tout ce qui est... Voilà, expliquez-nous le maternage proximal alors. Alors le maternage proximal, c'est cette manière d'être très proche de son enfant tout le temps. Donc les 3 piliers, ça va être le cododo, donc dormir avec son enfant, le portage plutôt que la poussette et l'allaitement long. Donc ça implique quand même à la mère de rester très souvent avec son enfant, en fait tout le temps. C'est-à-dire qu'elles sont tout le temps... Déjà l'allaitement, là, par la force des choses, c'est elle. Oui, voilà. Les 2 autres, ça peut ne pas être elle. Oui, et d'ailleurs j'ai rencontré des pères qui sont très impliqués aussi, qui prennent leur part au maximum pour qu'il y ait une sorte de 50-50. Alors c'est très compliqué dans les premiers âges. Après, ce qui est intéressant, c'est que du coup, ce féminisme-là, il essaye de s'exprimer autrement. J'ai rencontré beaucoup de femmes, et c'est aussi ce que j'ai ressenti moi en devenant mère, qui se réapproprient leur corps à travers le maternage proximal. Donc, à travers, par exemple, l'accouchement à domicile qui précède. Donc, il y a beaucoup qui accouchent chez elles, de manière pas du tout assistée médicalement parlant. Donc, vraiment, elles ressentent l'accouchement. Et après, en termes d'allaitement, en fait, leur corps devient une sorte d'outil de lutte contre ces systèmes capitalistes qui nous vendent du lait en poudre, qui en plus est souvent, ça déforeste quand même pas mal de fabriquer du lait en poudre. Donc, dans des biberons en plastique, voilà. dans des... Donc c'est un outil, finalement ça devient une sorte d'arme, et en plus elles sentent une réappropriation, et ça devient pour elles une lutte féministe aussi. À l'accouchement à domicile, vous parlez d'un retour silencieux à l'accouchement à domicile, 0,3% seulement des naissances aujourd'hui, mais 17% selon une étude que vous citez, des femmes qui disent, moi j'aimerais bien. Oui, ça c'est... on en parle peu aussi. Mais ça rejoint ce que je disais par rapport à l'éducation. Il y a des coupes budgétaires, c'est que l'hôpital, finalement, c'est la même chose. C'est les 2 systèmes dont les familles sortent le plus, et c'est ceux qui en pâtissent le plus de notre société aujourd'hui. C'est-à-dire que, pareil, elles recherchent plus de bienveillance dans leur accouchement. Elles recherchent à plus reprendre le contrôle aussi sur ce qu'elles sont capables de faire avec leur corps. Et toutes les femmes que j'ai rencontrées qui ont accouché à domicile étaient transformées. Elles étaient beaucoup plus confiantes, beaucoup plus fortes. Et oui, elles avaient un rapport à leur corps et à leur capacité qui était bien différent de celle des autres. Vers la fin du livre, vous ouvrez une piste qui fait parfois débat, qui est une piste qui est celle de la spiritualité. Vous dites que même si dans nos sociétés occidentales, elle est parfois taboue, la spiritualité, confondue à tort avec la religion ou soupçonnée de dérives sectaires, elle revêt un caractère bien plus large, intrinsèque à l'intime. Pourquoi vous avez voulu ouvrir ce chemin ? Parce que beaucoup de familles que j'ai rencontrées étaient, alors spiritualité, encore une fois, ça ne veut pas forcément dire religion, mais avaient des réflexions assez spirituelles, notamment dans leur lien non seulement avec la nature, mais avec leurs enfants, donc avec l'ensemble du vivant finalement. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'on s'aperçoit qu'on est dans un moment où on essaye de retrouver notre place au milieu du vivant, donc avec la nature, c'est-à-dire ne plus dominer la nature. Et je m'aperçois que ces familles, elles sont dans la même optique, mais aussi avec leurs enfants, c'est-à-dire comment est-ce qu'aujourd'hui on retrouve un autre rapport avec l'enfant, où on n'est plus dans la domination, mais plus dans... on fait partie d'un tout tous ensemble, et on essaye de faire société différemment tous ensemble. Alors Charlotte, avec Octavia, c'est votre fille. Absolument. C'est là qui on doit ce bouquin. Oui. Merci Octavia. Vous arrivez à mettre en cohérence vos convictions et le fait d'avoir Octavia ? Pas le plus possible, je pense pas que je suis à 100%, personne ne l'est. Mais bon, alors déjà, et c'est important d'ailleurs ce qu'on vient de dire, de ne pas non plus vouloir être et ce qui est important, c'est que ce livre n'est pas un guide du tout de parentalité écologique parfaite. C'est vraiment un patchwork de ce qu'il est possible de faire pour inspirer plus que pour guider. Et oui, alors nous on a déménagé dans les Gorges du Verdon à la naissance de ma fille. Donc fini la pollution à outrance, et voilà, on habite dans une rue, il n'y a pas de voiture qui peut circuler par exemple. Ma fille est dehors tout le temps. Là, il y a encore quelques jours, elle était pieds nus dans le Verdon alors qu'il faisait, je sais pas, il doit être 0 degré, j'en sais rien, mais je sais pas comment elle fait. Et j'ai quand même la chance d'avoir un métier que je peux faire un peu comme je veux. Donc je ne l'ai jamais mise à garder non plus. Elle vient beaucoup avec moi. Quand je suis en télétravail, elle reste avec moi. Quand je suis sur le reportage, elle est avec moi. Et voilà, je l'ai vu qu'en essayant de transmettre le plus possible des valeurs de faire du vivant son allié, des valeurs de coopération. Et vous vous sentez pas moins écolo ? Non. Charlotte Meyer, merci beaucoup. Vous êtes journaliste, je le rappelle. Vous dirigez la revue Regard, vous écrivez aussi dans Les Échos, vous êtes chercheuse et vous publiez Les Enfants de l'Apocalypse. Faire des mômes n'empêche pas d'être écolo, c'est aux éditions Tana dans la collection des nouveaux récits. C'est vraiment au plan journalistique une enquête extrêmement riche, à la fois une enquête et beaucoup de reportages, beaucoup de témoignages. C'est hyper incarné, c'est très
à la fois instructif et plaisant. Charlotte, merci beaucoup. Merci. On va pousser les portes d'une autre librairie, une librairie où il y a des livres pour les enfants et les ados, parce qu'il y a aussi plein de livres pour les enfants et les ados d'ailleurs dans les familles que vous avez visitées. Et cette fois, ils nous sont conseillés par Célie Luton, la librairie. Comme tous les vendredis, nous poussons les portes de la librairie de Célie. Célie, bonjour. Bonjour Emmanuel. Ravi de vous retrouver. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas dit que vous êtes une vraie libraire aussi à Paris, dans le 17e. La librairie des enfants. Oui, dans l'adresse. le 17e à Paris, rue de Lévis, la librairie des enfants. Rue de Lévis, voilà. Et vous venez toutes les semaines donner des conseils de lecture pour les enfants et les ados. Oui. Aujourd'hui, il y a une thématique là. Mais oui, je suis très contente d'être là car c'est la journée du compliment. D'accord. On est dans une belle émission, on va parler de belles choses et on va complimenter des livres. Et on commence avec Madame Léopard de Natalia Chalochvili, c'est chez Albin Michel Jeunesse. Très bel album. Traduit par Margot Rochefort, Madame Léopard, c'est l'histoire d'une Madame Léopard qui conduit son autobus tous les jours. Tous les jours, un passager, 2 passagers, 3 passagers et un jour, les voitures. Ouch. Aïe, aïe, aïe. Beaucoup de voitures sur les routes, de moins en moins de passagers dans l'autobus de Madame Léopard et elle devient toute seule. Elle est mise de côté. Qu'est-ce qu'elle va faire? Surtout qu'on veut la virer. Il y a une manif qui dit du ballet, c'est pas très sympa d'ailleurs. C'est ça. Et au passage, vous voyez les dessins qui sont quand même absolument charmants. Les temps changent. Madame Léopard va faire quelque chose d'incroyable. Elle va être patiente. Elle sait que le vent va tourner. Elle va trouver une solution à 2 roues. À toute berzingue. Allez, et je vous la donne la solution. Oui. Pour les enfants, les tout petits là, pour le coup. À partir de 3 ans. Et ouais, c'est ça. Et le compliment que vous lui faites à ce bouquin? Parce que c'est la journée du compliment. Optimiste. Allez, Madame Léopard, optimiste. Tous à vélo. Le Lapin Facteur, cette petite collection que j'adore de l'école des loisirs. Oui, la collection des lutins, un petit peu le format poche. Voilà. Le Lapin Facteur, c'est l'histoire de notre petit Martin le Lapin qui, grâce à lui, tous les animaux de la forêt reçoivent des lettres d'amitié. C'est Olga Lecaille, je ne sais pas si on l'a dit. Oh ben oui, c'est Olga Lecaille, grande illustratrice, maman de Nadja, Grégoire Solotareff. Et c'est sa fille qui a fait le texte. Oui, toujours accompagnée de ses enfants. Voilà. C'est ça. Et là, notre petit lapin, il va lui arriver quelque chose d'assez dramatique quand même. Sa sacoche, elle est vide. Qui va avoir... Je fais le lapin là. Ah non. Vous faites ça mieux que moi. Qui va pouvoir recevoir ses lettres si la sacoche est vide? Et en allant tout honteux se cacher dans la forêt, il découvre une dame, une sorcière peut-être, je ne sais pas, qui a l'air encore plus triste que lui. C'est un très... Et là, le compliment que vous avez envie de faire à cet album. Intemporel. Toujours. C'est comme Chien Bleu, c'est comme tous les grands albums de ces... C'est une famille d'artistes. Mais voilà. Famille Solotareff. Un troisième et dernier livre. Pardon, c'est pour quel âge? Plutôt 6-7, non 5-6, oui. 5-6, oui. Oui, c'est 7, 8, 9, 10. Non, mais ça, 77, 78, 79. Infiltré, Laurent Petit-Mangin, c'est un roman ado chez Actes Sud Jeunesse. Oui, là, on va qui sort dans quelques jours, c'est ça? C'est ça, mercredi prochain. Voilà. Oui. Alors là, c'est l'histoire de Dietrich, donc un jeune homme qui a fui la RDA pour quelques mois en Europe. Il arrive aux États-Unis, il découvre un petit peu le rêve américain et il va un peu oublier son but. Il est, comme le titre l'indique, infiltré. Est-ce qu'il aurait une mission? Mais la vie va reprendre le dessus. Il va vouloir faire la vie d'un jeune homme, être avec ses amis, retrouver sa mère. Et si son passé le rattrapait. Dame Ned. Incroyable. Le compliment? Audacieux. Audacieux. Oui. Premier roman jeunesse de Laurent Petit-Mangin. En adulte, on l'avait lu, il avait eu un prix. Les jeunes l'aiment beaucoup. Exactement. En 2020, il avait reçu le prix Femina des lycéens pour Ce qu'il faut de nuit, donc un roman sur l'amour filial qui est toujours aussi bien écrit avec un style qui est tendre, sensible, incisif. Et là, c'est à partir du collège, fin de collège? Moi, je dirais fin collège. Ouais. Fin de collège, lycée. Donc, à tous les lycéens qui l'ont né le Fémina, vous pouvez aussi le lire, ce nouveau roman de Laurent Petit-Mangin. Et si la RDA et les histoires d'espionnage vous plaisent, il y a aussi un beau roman qui a été édité en français il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Stasiland, sur la Stasi, et qui nous raconte très beau, un très beau texte. Merci beaucoup, chère Célie. Madame Léopard, Natalia Chalochvili, Le Lapin Facteur, Olga Lecaille, Nadja, Infiltré de Laurent Petit-Mangin. C'est la fin également de cette quotidienne, et donc je remercie aussi Laure Audemont au maquillage, et pas du tout, c'est Tae Sayad. Tae, merci beaucoup, et pardon, Marine Plantec qui a préparé cette émission et qui est en régie aujourd'hui avec au son Thibaut Gory-Lafont et à la réalisation Théo Bosca. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.